Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e Cyber Security Summit de Rohde & Schwarz. Nous sommes ensemble pour parler du futur de la sécurité applicative. Et je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Vous êtes président de Rohde & Schwarz Cyber Security France, également Bonjour. vice-président de la Business Unit Application and Cloud Security. Tout à fait. On va parler avec vous de transformation digitale et de la sécurité et des enjeux de sécurité dans cette transformation. Nous sommes également avec Edouard. Bonjour Edouard. Bonjour. Vous êtes responsable produit et on va parler avec vous de la vision et de la roadmap de Rohde & Schwarz sur les sujets de sécurité avec les nouveaux produits qui arrivent. Et nous enchaînerons avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexis. Vous êtes responsable de la R&D chez Rohde & Schwarz et vous nous parlerez de Trusted Application Factory et de Security as a Code. C'est ça. C'est parti. Alors je vous invite, avant de commencer, à noter le hashtag Twitter Cyber Summit, sur lequel vous pouvez évidemment envoyer des commentaires et réagir, partager sur Twitter. Alors on va commencer par vous Stéphane, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Tout de suite, sur des sujets d'actualité, j'aimerais vous poser une question en rapport avec ce qu'on vient tous de vivre. Un sujet d'actualité, la crise sanitaire. Quels sont les impacts sur les sujets de sécurité ? Bon, la crise a permis de réaliser à quel point nous sommes dépendants de ces technologies et qu'il est nécessaire d'investir dans la sécurité pour que la transformation numérique se passe de bonne façon. On a vu de nombreuses organisations un peu en mode panique, investir un petit peu à la dernière minute dans l'urgence, dans des solutions qui permettent d'accéder à leur réseau à distance pour faciliter le télétravail, ou investir sans modération aussi dans des outils cloud, des applications disponibles as a service, qui ont permis de faciliter le télétravail, de permettre donc aux employés, aux salariés d'accéder en fait, à leur outil de travail comme s'ils étaient au bureau, mais en travaillant de chez eux. Oui, à l'image de Zoom, on a vu aussi tout le débat qu'il y a eu autour de la sécurité, autour des conversations. Voilà, c'est ça. Donc le recours à ces applications SaaS et cloud pose un certain nombre de questions. D'une manière générale, que ce soit Zoom qui a défrayé la chronique ou Teams dont on a vu un sursaut d'utilisation assez phénoménal, ce sont des applications qui posent un certain nombre de questions en termes de sécurité, notamment sur la donnée, la sécurité de la donnée et la confidentialité de sa donnée, mais aussi dans le domaine de l'exposition des réseaux. En ouvrant les réseaux, mais on a pris un certain nombre de risques. De se voir exposé au risque de vol, de chantage par rançon ou d'espionnage industriel ou d'espionnage étatique. Et donc, le dernier des sujets un petit peu liés à cette ouverture, c'est que ces applications cloud et SaaS, l'organisation ne les maîtrise pas. Elle dépend complètement du fournisseur pour tout ce qui est de la sécurité des applications ou même de leur disponibilité. Ça sont les leçons essentielles que vous tirez de cette période ? Alors, sur cette période, nous, on a vu un renchérissement important des investissements. Il y a eu une période où les choses ont été un petit peu de retard, parce que les organisations se sont ajustées à la situation de télétravail avec des retards dans les chaînes de décision. Mais globalement, beaucoup de clients ont surinvesti en cybersécurité. Et maintenant, en effet, le temps du bilan arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Parce que on est sorti de la période de confinement et parfois avec une nécessité d'évaluer les risques et de prendre conscience qu'on avait été peut-être très loin dans certains domaines, et notamment dans le domaine de l'ouverture des données. Il y a une analyse de risque à faire en fait. Une analyse de risque pour voir si la consommation de ces solutions cloud est raisonnée. Est-ce qu'on a fait consciemment tous les choix qu'on a fait, et notamment en exposition au risque, ce que j'appellerais les sagacités américaines, puisque vous le savez, il y a un contexte légal avec le Cloud Act qui expose en fait toute entreprise française, européenne, mondiale à des capacités d'investigation de la justice américaine qui peuvent être un vrai sujet.
Et alors, avant d'aller un petit peu plus loin sur tout ça, moi, ce qui m'a frappé quand on a discuté ensemble, c'est le sujet, le mot sécurité, qu'on emploie beaucoup. Et dans votre domaine, c'est évidemment extrêmement important. J'ai l'impression que ça recouvre différentes réalités, qu'il a différentes significations. Vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus ? Vous avez raison. D'abord, quand on parle de sécurité, on parle de plein de choses. Et de fait, toute stratégie de sécurité doit intégrer différents types de ressources, hein, que ce soit au niveau des réseaux, de l'infrastructure, des systèmes d'exploitation, des applications, des données elles-mêmes, et puis la dimension des utilisateurs aussi, parce que toutes ces infrastructures, toutes ces applications et ces données sont mises à disposition des utilisateurs. Donc les droits d'accès des utilisateurs, c'est un vrai sujet. Donc en ce qui nous concerne, on est très focalisé sur apporter des solutions innovantes à deux problèmes principaux, qui sont la sécurité des applications et la sécurisation de la donnée ou le respect de la confidentialité des données dans le cloud. Voilà, c'est les deux sujets principaux sur lesquels on travaille. Et dans le domaine de la sécurité des applications, il y a un gros travail, je dirais, récurrent sur la protection des applications contre les attaques courantes, qui peuvent être des attaques qui exploitent des vulnérabilités ou des attaques qui s'adressent à la logique applicative, des attaques en volume avec le déni de services distribués. Mais plus récemment, ce qui devient très important, c'est le concept de security by design, et donc et de sécurité adaptative, c'est-à-dire d'être à la fois capable lorsqu'on met en œuvre un nouveau service digital, un nouveau service numérique, de bien appréhender la sécurité dès le départ, dès la conception, dès les concepts. Et la sécurité adaptative, c'est plus une idée d'être capable de créer une politique de sécurité qui s'adapte au contexte, qui lui est très, très dynamique et change très souvent. Donc il faut évaluer, pour cette sécurité applicative, il faut évaluer les risques en permanence et ajuster en fait le curseur pour être capable de faire face aux besoins du client, du business, sans exposer néanmoins les joyaux de la couronne. Et puis dans le domaine de la sécurité des données dans le cloud, eh bien, il y a deux préoccupations majeures. La première, c'est les données personnelles de l'entreprise, de son organisation, mais aussi celles qui lui sont confiées par ses clients, les administrés et autres. Et puis aussi la donnée, on va dire, sensible, celle qui est un peu au cœur de la valeur ajoutée de l'entreprise ou de l'organisation publique, qui, si on y prend garde, peut être exposée un peu à tous les vents, et donc qui doit faire l'objet d'une analyse de risque, d'une possibilité de chiffrement, quand cette donnée est vraiment sensible, quand on parle de propriété intellectuelle en particulier, et peut-être de faire en sorte si on chiffre la donnée, de ne pas donner les clés aux fournisseurs cloud qui ont tendance à être un peu américains et donc soumis à la loi américaine, si on veut rester en conformité avec la loi européenne, avec le RGPD en particulier, il faut faire attention à un certain nombre de choses. D'ailleurs, on a vu un très très grand, un succès phénoménal sur ce sujet-là d'un webinaire qu'on a fait au mois de juin sur la sécurisation de Teams, qui a vraiment défrayé la chronique pour nous et qui nous montre que beaucoup de clients se posent cette question de la protection, de la confidentialité de la donnée dans un mouvement général qui va vers le cloud et qui doit être contrôlé. Oui, c'est des sujets qui font clairement l'actualité. Alors, vous avez évoqué le Cloud Act. En ligne de fond, on entend RGPD aussi dans tout ce que vous dites, et puis c'est des sujets qui sont d'actualité. C'est quoi l'enjeu sur les data dans une espèce de guerre économique au milieu de laquelle on se trouve en ce moment-là ? D'abord, vous avez raison, je pense, de parler de guerre économique. Je pense que la prise de conscience est peut-être récente encore, mais l'actualité montre qu'il faut garder une certaine prudence vis-à-vis de certains de nos alliés historiques qui ont un fort impact sur notre industrie, qui ont un rôle majeur dans le cloud, dans la cybersécurité, et qui font partie d'un système très très huilé, qui est tout à fait capable et ne s'en prive pas de nous espionner, de nous taxer, d'acquérir nos pépites technologiques. Donc
il y a eu une intervention récemment là, lors des l'université d'été d'Exatrust de M. Frédéric Pierucci qui était très éclairante à ce sujet. Donc il faut vraiment prendre conscience que voilà, il ne faut pas être naïf. On est dans un monde où presque tous les coups sont permis et ce n'est pas forcément les gens les plus gentils qui gagnent à la fin. Après, pour répondre à la question, les entreprises françaises et européennes aujourd'hui n'ont pas vraiment le choix que d'utiliser des clouds qui sont des clouds étrangers. Il y a des alternatives françaises, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a un projet très intéressant avec GaiaX au niveau européen qui consiste à mettre en valeur la complémentarité de ces offres plus souveraines avec ces offres, on va dire, américaines ou bientôt chinoises. Vous savez que Alibaba a été retenu pour être le cloud des JO de 2024 à Paris. Donc il n'y a pas de souci, on va être dans un contexte voilà, où les clouds aujourd'hui sont étrangers, même si on va essayer de faire ressortir leur, comment dire, la valeur ajoutée par les clouds, notamment ceux de notre partenaire 3D AssetScale, qui a été certifié par l'ANSSI, etc. Mais je crois que dans ce contexte, il faut voilà, regarder la réalité en face. Le cloud souverain, complètement souverain, ça n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, il y a une nécessité d'être ouvert. Par contre, la sécurité de nos applications et de nos données dans le cloud, c'est quand même... voilà, est-ce qu'on est obligé de faire le même choix? Je ne pense pas. Je pense qu'on a même intérêt à garder le contrôle de nos données en utilisant des solutions de sécurité qui nous permettent de garder ce contrôle. Alors du coup, revenons, si vous le voulez bien, à Rohde & Schwarz. La stratégie de Rohde & Schwarz dans ce contexte, vous pouvez nous en dire 2 mots? Bien sûr. Alors, peut-être qu'un rappel, Rohde & Schwarz Cyber Security a été créé il y a 4 ans, en fait, suite à l'acquisition et à la mise en commun de capacités fortes de plusieurs entreprises allemandes et françaises, donc la société dont nous sommes issus, des PME innovantes qui avaient 15-20 ans d'expertise dans des domaines aussi importants que le chiffrement réseau, la virtualisation du poste de travail ou la virtualisation du navigateur pour isoler complètement le poste de travail des attaques, la sécurité des applications, qui est notre point fort à nous, et puis aussi la protection des données dans le cloud. Et c'est dans ce contexte, depuis 4 ans, que nous travaillons pour innover et apporter des solutions vraiment innovantes et de confiance à nos clients. Notre focus aujourd'hui il est très européen. On déborde bien entendu dans les zones, vers les pays non alignés. Et notre ambition, d'une manière générale pour l'entreprise Cyber Security au sein de Rohde & Schwarz, c'est de nous appuyer sur les capacités d'accès au marché du groupe Rohde & Schwarz pour in fine, atteindre le marché mondial. Dans l'immédiat, nous constatons, dans ma business unit, dans la business unit dans laquelle nous opérons tous les 3, 2 paris stratégiques importants qui s'appuient sur un certain nombre de tendances lourdes. La première, c'est l'agilité. Les entreprises, les organisations publiques innovent et pour ça, elles cassent un petit peu les silos organisationnels. Elles vont vers un grand dynamisme dans la création de nouveaux services numériques. Elles ont recours par défaut aux applications pour créer leurs services numériques au cloud, aux applications mobiles, à la fois pour les nouveaux services numériques, mais aussi pour la collaboration et le partage d'informations à l'intérieur de leur écosystème, avec leurs partenaires, avec leurs clients. On voit aussi la publication d'API, les API qui deviennent un peu le moteur de l'économie numérique, qui généralisent en fait l'interopérabilité entre les services dans des architectures qui sont parfois très complexes. Et enfin, il y a une dernière tendance très importante, c'est l'automatisation, voire même, on pourrait dire, la robotisation, puisque l'idée, c'est de passer de moins en moins de temps à faire des tâches répétitives qui peuvent être automatisées. Et ça, c'est au cœur de la réflexion de nos clients et de notre stratégie. Vous évoquiez 2 paris stratégiques. Quels sont-ils? Alors, le premier, c'est ce qu'on a déjà évoqué, la sécurisation des données dans le cloud. C'est un besoin qui est très vaste.
qui couvre de nombreux champs d'application. Par exemple, qui a droit d'accéder à quelles données, comment est-ce qu'on fait pour partager des données entre entités légales différentes qui sont dans des zones géographiques différentes, auxquelles s'appliquent des lois et des obligations différentes. Comment est-ce qu'on gère le chiffrement des données sensibles, la conformité, voilà, ce champ très vaste, eh bien, il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante aujourd'hui et nous pensons avoir réussi le défi avec notre produit Trusted Gate de combiner en fait tous les avantages. Ils sont celui de l'interopérabilité. Il faut que ça fonctionne avec les applications que les gens utilisent. La transparence pour les utilisateurs, il faut que ce soit complètement indolore pour les utilisateurs. La préservation des workflows métiers. Il ne faut pas que la sécurité devienne perturbante et qu'elle empêche le bon fonctionnement des applicatifs. Il y a une préférence en général dans l'entreprise pour ne pas installer de logiciels sur le poste client. Et puis enfin, c'est peut-être le plus important, garder strictement le contrôle des clés de chiffrement lorsqu'on fait des chiffrements. Voilà, après, c'est une question de confiance ou de risque. Ouais. Est-ce que je veux donner les clés du camion à celui qui a peut-être va être tenté de me voler? Et ça, c'est le premier pari. Oui. Le deuxième? Alors le deuxième qui nous occupe, qui va faire l'essentiel de notre actualité aujourd'hui, c'est le pari de la sécurisation des applications de demain. On est dans une époque charnière, un grand tournant en fait dans la sécurité applicative. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut désormais que les équipes qui créent les applicatifs et qui sont responsables de leur run soient en charge d'intégrer la sécurité applicative dès la conception et pendant toute la durée de vie de l'application. Et ça, c'est un changement important qui s'opère et qui va prendre un peu de temps, mais que nous voulons accompagner. Et notre contribution, c'est d'adapter nos technologies WAF, le Web Application Firewall, qui est un de nos produits clés depuis de nombreuses années, pour le rendre consommable par les développeurs d'applications, de manière à ce que ce soit relativement facile, plus facile en tout cas qu'historiquement, d'intégrer le WAF dès la phase de conception. Alors, ce n'est pas le moindre des défis, mais j'espère qu'on pourra vous démontrer aujourd'hui qu'on est sur la bonne voie pour réussir ce pari. Je l'espère aussi. Alors, je crois qu'avant de passer la parole à Édouard et Frédéric, vous vouliez dire un petit mot complémentaire? Oui, je voulais m'adresser à nos clients et les remercier pour leur confiance renouvelée, et notamment ceux d'entre vous qui, en véritables ambassadeurs de nos produits, ont pris le temps de donner un témoignage positif sur notre WAF, sur Web Application Firewall, sur la partenaire Peer Insight de Gartner. Et vous inviter à continuer à faire ce témoignage qui nous a permis de ressortir parmi l'un des WAF les plus importants du marché. Et d'une manière générale, vous remercier pour la façon dont nous collaborons ensemble. Nous sommes très heureux de le faire au sein des équipes pour créer des produits à la hauteur des challenges ou des enjeux de demain, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. Merci Stéphane. Restez avec nous, hein. On va continuer avec Édouard tout de suite. Donc je le rappelle, Édouard, avant de vous poser la première question, vous êtes responsable du produit, donc c'est de ça dont on va parler essentiellement. Avant de rentrer tout de suite dans le sujet, Stéphane disait tout à l'heure, j'ai noté quelques mots-clés, intégrer la sécurité applicative dès la phase de design. Je crois que vous vouliez réagir aussi sur ce sujet-là, vous avez pas mal de choses à nous dire, je crois. Oui. Alors, l'innovation passe avant tout par les applications et les API. Donc, c'est une surface d'attaque supplémentaire pour les entreprises auxquelles ils doivent prendre en compte. Et tout comme ils doivent driver leur innovation en pensant les choses au plus tôt, en testant des idées, en les testant sur le marché, en échouant rapidement, en améliorant, ainsi de suite, le concept de sécurité doit suivre exactement ces mêmes étapes. Ça, c'est une nouvelle façon de concevoir ou de penser son produit? Oui,
Exactement. Et du coup, ça sous-tend plusieurs sous-problématiques, donc plusieurs thèmes que les gens explorent. Typiquement, l'intégration continue. L'idée, c'est d'apporter l'innovation le plus rapidement possible, de faire les itérations les plus courtes. Donc, pour ce faire, donc, typiquement, l'intégration continue, l'idée, c'est d'arrêter d'être dans un modèle traditionnel où on va faire une nouvelle version de son logiciel, on va la développer pendant 8 mois, par exemple, on va la tester pendant 2 mois, ensuite, on va la donner à une autre équipe qui va la mettre en production encore pendant 1 mois. L'idée, c'est de casser tout ça, de faire l'itération la plus courte et justement d'avoir le feedback de ses clients le plus rapide. Et du coup, tout l'enjeu est l'automatisation pour réussir à résorber au maximum ce temps incompressible de mise à disposition d'une innovation, et ce qui est vrai aussi dans la sécurité. Ça, c'est un sujet d'agilité. Je crois que Stéphane, vous nous avez parlé tout à l'heure de casser les silos. C'est quelque chose d'important aujourd'hui dans la conception même de vos produits? Exactement. Et c'est pour ça que les équipes se regroupent en équipes DevOps ou DevSecOps pour justement casser les silos, mettre les multi-compétences au sein de la même équipe pour que tous les dialogues soient plus fluides, pour que les gens créent de l'empathie entre eux, soient capables de communiquer très rapidement, et justement toujours dans cette idée d'automatiser au maximum d'un côté, mais surtout de réduire la phase d'itération. Et ces équipes, justement, alors, elles s'organisent en DevOps pour automatiser le déploiement, et elles s'organisent en DevSecOps pour faire rentrer la sécurité, mais au moment de la conception du logiciel et pas au moment de la mise en production. On a d'autres problématiques qui sont sous-tendues par ce besoin d'innovation. Typiquement, l'utilisation du cloud, qui avant tout permet d'utiliser et de payer que ce qu'on utilise, justement. Mais du coup, à partir du moment où on ne paye que ce qu'on utilise, il faut être capable de monter en charge. C'est-à-dire que quand il y a un pic de trafic, il faut qu'on soit capable de le prendre, donc c'est la scalabilité. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable d'être scalable automatiquement, à la fois d'un point de vue technique, mais à la fois d'un point de vue business. Les business deviennent scalables, mais les architectures techniques des applications et des API deviennent scalables aussi au-dessous. Et enfin, on a de multiples déploiements pour nos clients, c'est-à-dire que certains vont déployer dans le cloud, mais des grands groupes, par exemple, vont choisir de déployer certaines applications dans AWS, d'autres chez Azure. Certaines vont déployer dans le cloud, mais vont avoir tout un périmètre d'applications qui vont rester dans leur propre data center. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable, à travers de la même solution, d'être capable de gérer tous ces modes de déploiement de la même manière, en investissant une fois et en étant capable, quel que soit le mode de déploiement, d'utiliser ce savoir et ces techniques. En fait, il y a plein de scénarios d'usage, j'ai l'impression, dans ce que vous nous dites. Donc là, on parle de casser les silos. Vous nous avez parlé de scénarios multi-cloud, si je dis pas de bêtises. Dans une approche DevOps ou DevSecOps, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, quand on va casser les silos, ça va justement demander certaines choses. Typiquement, une équipe DevOps, elle va vouloir faire de l'infrastructure as code, automatiser le déploiement finalement de son application, mais du coup, en même temps, des solutions de sécurité qui vont aller avec l'application. Donc, c'est toute l'automatisation du déploiement, le besoin justement de scalabilité ou autre, où l'idée c'est d'automatiser pour aller plus vite, mais aussi pour ne pas avoir d'erreur humaine possible. Et alors ça c'est la partie DevOps, et la partie DevSecOps, on va y rajouter la dimension sécurité, où justement on va penser la sécurité au plus tôt, et on va vouloir faire exactement la même chose que pour les DevOps, c'est-à-dire être capable de l'écrire et qu'elle soit exécutée automatiquement. D'accord. Vous ne nous avez pas encore parlé des outils, je crois, mais il y a des outils très particuliers au service de cette stratégie ou de cette nouvelle façon de faire? Oui, mais justement, en fait, il y a deux manières différentes de changer une organisation vers un modèle DevOps ou DevSecOps. Les deux sont complémentaires. Le premier, c'est de changer de culture, et le deuxième, c'est d'accompagner le changement avec des outils. Tout notre enjeu, c'est de donner les bons outils pour accompagner ce changement de culture. Mais si un changement de culture se fait seul et que les outils sont trop compliqués à utiliser, par exemple, les organisations seront en échec, ou l'inverse est aussi vrai. Et alors en termes de DevOps, vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement? Oui,
Alors, sur le côté DevOps, le travail qu'on a fait dans les 18 derniers mois, c'est justement de s'intégrer dans les marketplaces, donc GCP, Azure, AWS. On est en train de faire un partenariat avec Outscale pour le cloud souverain, justement, proposer une alternative souveraine. Et tout l'enjeu, ça a été de s'intégrer dedans pour pouvoir proposer des modèles hybrides entre du pay-as-you-go, où on va payer que ce qu'on consomme, et un modèle classique où on apporte sa licence logicielle. Ensuite, donc, on a construit une solution qui est justement agnostique. Donc, quel que soit le mode de déploiement, ça va fonctionner exactement de la même manière, avec la même console d'administration. Et on investit justement une seule fois pour pouvoir gérer ces différents modes de déploiement. Enfin, on a la scalabilité, donc on a modifié le produit pour qu'il soit capable de monter en charge, par exemple, quand il y a un pic de trafic. Aussi monter, si on ne parle pas d'un pic de trafic, mais une hausse du nombre de clients qui va rester, par exemple. Mais tout l'enjeu aussi, c'était de modifier le produit pour que, quand le pic de trafic est terminé, on puisse aussi redescendre le nombre de machines et se remettre à payer exactement le trafic nominal, entre guillemets. Et enfin, le dernier point, donc l'automatisation. On a créé par exemple une API d'orchestration qui va permettre de faire exactement la même chose qu'avec une interface graphique, mais avec des scripts justement, et donner les outils pour les DevOps pour qu'ils puissent tout automatiser. C'est automatique, c'est intégrable partout. Comment vous évitez la complexité dans un cas comme celui-là ? Alors justement, en fait, le fait qu'on automatise tout et qu'on propose directement des scripts pour les personnes préconfigurés, en fait, ils vont permettre pour les clients de les réutiliser, certainement de les adapter dans certains cas, mais surtout ça va leur permettre du coup de faire de l'infrastructure as code, de tout déployer, que tout soit automatisé, et surtout qu'il n'y ait plus aucune action humaine, plus aucune erreur possible, mais une facilité, tout va se faire automatiquement une fois que le produit est déployé. Ouais, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas des novices sur le sujet de l'automatisation. Oui, alors l'automatisation, en fait, elle est présente depuis très longtemps. Par exemple, avec notre système de workflow visuel qu'on a créé il y a plus de 10 ans, l'idée c'était déjà d'être capable de dire, alors s'il se passe quelque chose, je vais réagir de cette manière, sinon je vais réagir d'une autre manière. Donc c'est déjà dans le thème de s'adapter à l'environnement, de s'adapter au contexte de ce qui est en train de se passer et d'être capable de donner des réponses à l'avance pour pouvoir automatiquement adapter la politique de sécurité, adapter le comportement du WAF. Donc c'est pas tout, on a fait une API d'orchestration qui nous permet de tout automatiser. On a travaillé dans les dernières années pour être capable d'avoir exactement la même chose par script ou par la GUI. Et enfin, un exemple beaucoup plus récent, donc on a intégré un connecteur Redis qui permet à notre Web Application Firewall d'être conscient de son écosystème. C'est-à-dire que une base de données Redis va pouvoir nous donner de l'information en entrée qu'on va pouvoir aller chercher dans nos workflows et en fonction de cette information réagir à chaud différemment. C'est-à-dire qu'un autre équipement ou une équipe du SOC, par exemple, d'une société, peut nous donner de l'information dans cette base de données, enrichir quelque part notre savoir ou nous ordonner de fonctionner différemment. Vous travaillez sur d'autres évolutions côté DevOps ? Oui, alors on a le micro-WAF. Donc le principe du micro-WAF, c'est de mettre juste des moteurs de sécurité dans un conteneur qui va se déployer au plus proche de l'application, quel que soit le mode de déploiement de l'application, que ce soit on-premise, dans un cloud privé, dans un cloud public. Et donc tout l'enjeu, c'est d'être le plus petit possible proche de l'application. Ça permet de scaler plus facilement, par exemple ? Exactement, ça va permettre de scaler plus facilement, d'être capable d'updater beaucoup plus facilement, puisque si on met que les moteurs de sécurité dans ce qui est déployé à côté de l'application, il y a très peu finalement à mettre à jour et il y a très peu à faire scaler. D'accord. Côté DevOps, ça me paraît assez clair. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter ? Oui, alors justement, ce micro-WAF, il va être proche de l'application. À terme, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une interface SaaS qui va être capable de porter toutes les autres fonctionnalités qui ne sont pas les moteurs de sécurité. Par exemple, la configuration, la gestion des logs, les dashboards, ainsi de suite. Et donc, ce micro-WAF, c'est aussi notre annonce sur Trusted Application Factory, qui va utiliser
utiliser justement ce conteneur qu'on a construit avec les moteurs de sécurité dedans. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup, je vous propose que du coup, si on est bon sur DevOps, on passe à DevSecOps. Est-ce qu'il y a des différences majeures par rapport au DevOps? Est-ce que c'est des bases communes? Comment ça fonctionne? Alors tout ce qu'on a dit sur DevOps est vrai dans le cadre de DevSecOps. On cherche toujours à tout automatiser, on va écrire des scripts pour ce faire, ainsi de suite. Le côté DevSecOps va rajouter juste le principe de sécurité en plus dans le DevOps, et c'est finalement dans la continuité. Donc le principe en fait dans une intégration CI/CD, donc CI/CD ça veut dire Continuous Integration et Continuous Deployment. Le principe c'est par exemple un développeur va écrire du code, le mettre par exemple dans un repository Git, donc le mettre à disposition son code avec toute son équipe. Et donc le principe de l'intégration continue, c'est qu'à ce moment-là, automatiquement, va s'exécuter quelque chose pour créer une nouvelle version de ce logiciel, effectuer certains tests sur ce logiciel, et ensuite, si tous ces tests sont verts, sont OK, on va mettre à disposition ce nouveau logiciel. Donc ça, c'est vraiment le côté continuous intégration. Et ensuite, il y a le côté continuous delivery, où une fois que le logiciel est complètement buildé, on va le mettre à disposition automatiquement, soit dans un environnement de pré-production, soit dans un environnement de production. D'accord. Donc si j'ai bien compris, l'objectif c'est de remonter toute la chaîne du code, jusqu'au Git, si je ne dis pas de bêtises, et d'automatiser toute la chaîne. Oui, on veut automatiser toute la chaîne pour justement pouvoir faire les plus petites itérations possibles, comme je le disais tout à l'heure, et ça va vraiment être l'élément clé pour réussir. Le plus on peut automatiser, au mieux on pourra réduire ces itérations. Et justement, les tests maintenant sont complètement automatisés. C'est-à-dire que, quand j'ai dit tout à l'heure, on exécute certains tests et en fonction de ce résultat, on crée une nouvelle version de ce logiciel. L'idée, c'est d'automatiser l'ensemble des tests qui étaient plutôt dans un modèle traditionnel fait de manière manuelle, pas par de l'humain. Les tests, ils sont de différentes familles. Déjà, quand on fait une nouvelle version d'un logiciel, on va faire des tests, par exemple, sur ses fonctionnalités, vérifier qu'on n'a pas cassé quelque chose dans le fonctionnel, que tout ce qu'on a dit qu'on allait créer va fonctionner correctement. Mais il y a aussi les tests de sécurité. Certains vont être, par exemple, statiques. Donc, quand on dit statique, c'est par exemple, je vais analyser le code source du logiciel pour voir s'il n'y a pas une nouvelle vulnérabilité introduite. Et certains vont être dynamiques, où là, je vais complètement tester dans un environnement de pré-production et tester dynamiquement, une fois que mon application est montée dans un environnement, si elle fonctionne bien, s'il n'y a pas de nouvelles vulnérabilités, en testant dans un vrai périmètre. Et justement, le fait qu'il y ait toujours un environnement de test mis à disposition, c'est aussi une opportunité technologique. C'est-à-dire qu'on peut faire certaines actions de sécurité dans cet environnement de test, par exemple comprendre s'il y a des nouveaux faux positifs, et essayer de les régler automatiquement, justement. Et c'est tout l'enjeu de remonter les strats. Ça va se passer au moment du build, et on va être capable de comprendre plus de choses au moment du build du logiciel pour les régler avant même que ce logiciel soit mis à disposition. Et donc, dans les différents produits de sécurité qui existent, certains sont vus au moment du build, donc quand je crée mon logiciel. Certains sont au moment du test, donc quand je suis en train de builder, je fais mes tests automatiquement. Et certains sont faits au moment du run de l'application, donc une fois que je l'ai lancé. Traditionnellement, un Web Application Firewall, c'est vu justement dans cette période de run, je protège mon application quand elle fonctionne, et donc je protège directement des attaques. Certains de nos clients l'utilisent déjà dans des environnements de test, pour tester avec une pré-production à l'avance si tout va bien fonctionner, si je n'ai pas de nouveaux faux positifs à tester ou autre. Et tout l'enjeu là, c'est d'être capable de donner les outils pour remonter au moment du build, pour que le DevSecOps ait le bon outil simple pour être capable de décrire sa sécurité au moment du build. Alors, on vous a montré qu'on a travaillé sur ce Web Application Firewall pour faire de l'infrastructure as code. Donc, l'idée, c'est de le déployer automatiquement
par exemple au travers d'outils comme Terraform, des scripts que nos clients vont réutiliser, parfois adapter et pouvoir lancer automatiquement ce Web Application Firewall. L'étape d'après, ça a été le configuration as code. Donc une fois que mon outil de sécurité a été déployé, je vais le configurer automatiquement, créer mes applications, y mettre la bonne politique de sécurité en face de chaque application, ainsi de suite. Ça, typiquement, ça se fait avec des scripts Ansible. Et donc, ce qui est infrastructure as code, ce qui est configuration as code, c'est des concepts qui sont très bien connus de nos clients aujourd'hui. Et là, on entre dans une nouvelle ère qu'on introduit, qui est le security as code, donc où l'idée, ça va être d'être capable de décrire la sécurité de la même manière que de l'infrastructure as code ou configuration as code, et de donner aux DevSecOps les outils justement pour décrire cette sécurité. D'accord, alors ça sonne un peu comme une petite révolution, le security as code, comme vous venez de le dire, c'était déjà connu sur d'autres éléments. Et décrire la sécurité, vous voulez dire quoi exactement par ça? Alors, justement, c'est notre nouveau produit Trusted Application Factory qui utilise ces conteneurs. Il va utiliser des conteneurs se déployer automatiquement, mais il introduit aussi des mécanismes de sécurité par-dessus. Donc typiquement, si je reprends mon exemple où un développeur écrit du code et le met à disposition dans un environnement Git par exemple, ici le développeur va écrire des fichiers par exemple de description de ses applications à protéger ou des fichiers de sécurité. Et donc ces fichiers de description vont nous donner de l'information pour nous, derrière, faire un meilleur travail finalement sur nos politiques de sécurité. Donc un exemple, c'est par exemple une application, on va la décrire et dire est-ce qu'il y a une base de données SQL derrière? Oui, non. Est-ce que le langage de programmation c'est Java? Oui, non, ainsi de suite. Et nous, automatiquement, notre travail dans ce pipeline CI/CD qui va s'exécuter, c'est de transformer ça en politique de sécurité, s'adapter au contexte, et donc avoir moins de faux positifs puisqu'on va activer typiquement moins de moteurs de sécurité, mais aussi avoir plus de performance, puisqu'on va s'adapter exactement à ce que l'application a besoin en termes de sécurité. Est-ce qu'on peut aller plus loin qu'un simple contexte, du coup? Oui. Alors, tout l'enjeu, c'est donc de donner le contexte, ça c'est l'étape entre guillemets facile, la première marche. La deuxième étape, c'est de donner complètement une politique de sécurité et aussi toute une gestion des faux positifs. C'est-à-dire qu'elle pourra se faire complètement à l'extérieur de l'application. On a parlé par exemple de l'infrastructure de pré-production. On va être aussi capable de s'en resservir, d'apprendre d'une exécution dans un environnement de pré-production et d'aller automatiquement régler tous les faux positifs. Et donc ça, c'est exactement dans la même logique, c'est-à-dire que le développeur va les mettre dans un fichier de configuration. Ces fichiers de configuration vont être ingérés par notre conteneur, justement. Il va l'appliquer sur les moteurs de sécurité, ça va protéger les applications. Ça, c'est la deuxième marche. Exactement. Il y en a une troisième? Il y en a une qui est entre guillemets l'étape ultime, c'est être capable de décrire la sécurité en écrivant du code. On sait que tous nos clients ne vont pas utiliser ça, ça va être pour répondre aux besoins les plus poussés de nos clients, mais l'enjeu c'est de dire j'écris du code, je décris ma politique de sécurité et automatiquement nous on va aller transformer ça dans une politique de sécurité telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Alors ça c'est vraiment, donc, une fois de plus, l'étape ultime. La plupart de nos clients vont utiliser le workflow visuel, le configurer à l'avance de manière graphique dans une GUI, aller y injecter de l'information pour que ce workflow s'adapte au contexte de l'application, s'adapte à ses spécificités, mais certains vont vouloir justement aller plus loin, être capables d'écrire complètement le code pour décrire leur politique de sécurité. D'accord. Merci Edouard pour la présentation de ce produit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap rapidement pour qu'on comprenne bien les points essentiels de ce que vous nous avez dit? Oui. Alors, déjà, on a une technologie qui est le Web Application Firewall qui se partage entre plusieurs produits. Donc, notre produit classique, entre guillemets, qui est
Web Application Firewall qui se déploie par exemple on-premise chez nos clients. Donc on va aller le déployer par exemple sous forme de machine virtuelle, on va aller le déployer sous forme d'appliance physique. Et donc c'est vraiment le produit où on a fait tout le travail pour scaler automatiquement, pour avoir une API d'orchestration, ainsi de suite. Donc tout ça, ça nous a permis finalement de déployer ce même produit, mais dans des plateformes de cloud. Donc dans des plateformes de cloud privées, mais aussi dans les marketplaces, typiquement Azure, GCP, AWS, et là avec Outscale. Ensuite, on a le produit Cloud Protector, donc, qui utilise la même technologie, mais dans une logique de SaaS. C'est-à-dire qu'on va héberger nous-mêmes l'infrastructure, et donc vous allez rediriger votre trafic directement vers notre infrastructure, et on va s'occuper nous-mêmes de scaler la plateforme, on va s'occuper nous-mêmes de mettre à jour le logiciel. Et enfin, donc, le dernier produit donc, qui est Trusted Application Factory, qui lui, donc, une fois de plus, est sous forme d'un conteneur, donc le plus petit possible proche de l'application, et va directement être déployé avec des injections de configuration en termes de sécurité. Donc on va aller lui donner l'information directement dans ce conteneur pour pouvoir appliquer la sécurité au plus proche de l'application et compatible dans un mode DevOps ou DevSecOps. D'accord, merci. La transition est toute trouvée. On est en train de parler de Trusted Application Factory. Donc je me tourne vers vous, Frédéric. Donc vous êtes responsable de la R&D, je le rappelle. C'est ça. Vous allez nous parler de ce Trusted Application Factory, dont Edouard nous disait quelques mots à l'instant. C'est quoi les enjeux principaux autour de cela ? La solution Trusted Application Factory, comme vous avez pu le comprendre dans le message d'Edouard, elle est dédiée aux équipes DevSecOps. D'accord. Des équipes qui, dans des startups ou dans des sociétés qui lancent des initiatives de Digital Factories, chez des éditeurs de logiciels SaaS. Et elle aborde 3 enjeux majeurs, qui sont tout d'abord la sécurité, mais également la simplicité et la visibilité. Alors, la sécurité, le fait de mettre la sécurité au plus proche du code de l'application, comme on va le voir, ça offre de nombreuses opportunités pour avoir une sécurité qui est plus précise et plus pertinente pour l'application. Et cette sécurité, elle est déployée sous forme de micro-WAF, donc directement avec l'application, et ça permet notamment de s'adapter à la charge et de scaler avec l'application. Ensuite, un autre enjeu, c'est la simplicité, faciliter l'adoption par les équipes DevSecOps. Donc c'est vraiment s'intégrer dans l'univers des DevSecOps, dans leur environnement. Et quand on dit ça, ça veut dire utiliser les mêmes outils, les mêmes langages, les mêmes concepts que ceux qui mettent déjà en œuvre. Enfin, une grosse demande des équipes et des clients autour de ce type de solution, c'est de donner de la visibilité. Avoir de la visibilité sur la sécurité des applications. La solution Trusted Application Factory suit la sécurité et l'application depuis la conception, le développement, jusqu'à l'exécution en production. Ça offre la chance de suivre des indicateurs, de collecter des indicateurs sur la sécurité et sur la qualité tout au long du cycle de vie de l'application. D'accord. Ça, c'est nouveau. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en quoi Trusted Application Factory apporte de la nouveauté par rapport aux solutions existantes ? Alors, un pare-feu applicatif, un Web Application Firewall classique, il est délivré sous forme d'un point d'entrée unique dans les infrastructures réseau, en amont de toutes les applications. Comme on vient de le dire, la solution Trusted Application Factory, le service de sécurité, il est déployé sous forme d'un micro-WAF, d'un conteneur directement avec l'application. Donc ça permet vraiment de s'adapter à la charge. Ce conteneur peut scaler, on peut multiplier les instances du conteneur selon la charge et on peut effectivement libérer ses ressources aussi quand la charge diminue. Il y a un autre bénéfice majeur au fait de livrer la sécurité directement avec l'application, c'est qu'en fait elle peut être déployée aussi bien on-premise, sur des environnements chez les clients, que dans le cloud, qu'il soit privé ou public. Et l'ensemble de ces services de sécurité, l'ensemble de la sécurité des applications est supervisé et géré à partir d'une console SaaS centrale. Ça offre donc une vision, une visibilité sur l'ensemble de la sécurité des applications. Ensuite, concernant le fait d'être en mesure de configurer une sécurité plus pertinente,
Le fait d'avoir les informations spécifiques à chaque application et directement dans les mains du développeur, ça permet d'activer une configuration qui est vraiment adaptée à l'application. Répondre à des questions telles que quel est le moteur de persistance utilisé, est-ce que c'est du SQL ou du NoSQL, quel est le langage de l'application en elle-même, quel est le système d'exploitation utilisé sur le serveur, quel est le format des données échangées. Toutes ces informations-là, elles permettent automatiquement de configurer la sécurité et d'activer uniquement les moteurs qui sont du coup pertinents par rapport à l'application. Et même pour les équipes qui veulent aller plus loin, il y a la possibilité d'affiner cette configuration et ces informations-là, non seulement au niveau de l'application globale, comme on vient de voir, mais également au niveau de chaque ressource de l'application de l'API. C'est-à-dire par exemple pour une API REST, sur chaque endpoint de l'API REST, de définir quel est le format des attributs, quel est le comportement attendu de cette ressource, avec par exemple du rate limiting, quelles sont les tailles de requêtes et de réponses. Et donc, avec toutes ces informations-là, on peut vraiment spécifier très très précisément la sécurité qu'on veut pour l'application. Et pour cela, on s'appuie par exemple sur des extensions de schéma OpenAPI qui permettent de spécifier très précisément les informations sur chaque ressource. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous voulez plus de détails, on a une session technique prévue qui est dédiée à cette notion de contexte description. D'accord. Un atelier qui sera dédié au contexte. Tout à fait. Super. Alors, on a parlé tout à l'heure d'adoption par les équipes, évidemment, de la solution, de simplicité d'usage. Comment la Trusted Application Factory répond à ce besoin de simplicité et de facilité d'usage? Vous avez raison, c'est un point très important. En fait, la sécurité en elle-même, dont on parle depuis tout à l'heure, elle sera d'autant plus effective que les équipes DevSecOps vont s'approprier cette solution. Donc ça veut dire vraiment ne pas rajouter que cette solution, ça ne doit pas être une couche supplémentaire de complexité. C'est déjà un environnement qui est très complexe, voilà, tout à fait. Et du coup, on ne doit pas inventer des nouveaux concepts ou des nouvelles façons de faire. La solution, elle va utiliser exactement les mêmes contextes que ceux déjà manipulés par les équipes. Les mêmes langages, les mêmes outils. Et donc l'objectif, c'est vraiment de s'intégrer là-dedans. Donc le Security as Code, ce que ça veut dire, c'est de mettre la configuration de sécurité directement dans le code de l'application. Et ça, du coup, ça permet que cette configuration de sécurité-là, elle est committée directement avec le reste du code de l'application dans des outils de type Git ou SVN. Et ensuite, dans la chaîne d'intégration continue, déploiement continu, des outils de type GitLab CI, Jenkins, vont pousser le service de sécurité sous forme de conteneur dans les environnements et vont directement lui assigner la configuration de sécurité qui a été définie. Et ça, dans l'environnement de test, dans l'environnement de pré-prod, dans l'environnement de production. L'un des gros bénéfices, c'est qu'on a une configuration de sécurité qui est toujours alignée et à jour par rapport au code de l'application et que d'un environnement à l'autre, en test ou en pré-production ou en production, on a exactement le même niveau et la même configuration. Donc on va avoir le même comportement et on est assuré que ce qu'on teste dans l'environnement de test est exactement ce qui va se produire en production. Donc pour les personnes qui veulent plus de détails sur cette intégration dans la chaîne, la pipeline CI/CD, on a également une session technique qui traite ce sujet spécifiquement. Maintenant, si on regarde les fichiers de configuration en eux-mêmes, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Là, si vous regardez l'exemple sur la diapositive, sur la gauche, vous avez un fichier de configuration Docker Compose. Donc ce sont les fichiers de configuration qui sont utilisés par les équipes DevOps pour déployer automatiquement l'infrastructure et la configurer. Donc les notions d'infrastructure as code et de configuration as code. Et sur la droite, vous avez la security as code. Et en regardant le fichier, on voit qu'il suit exactement le même format et les mêmes principes. Donc il n'y a rien de nouveau pour une équipe DevSecOps. Et si vous regardez en bas du fichier, vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure, le contexte description, donc avec les informations spécifiques à l'application. C'est ce fichier qui permet de configurer la sécurité dans le produit. Et on peut également ajouter ce dont Edouard parlait tout à l'heure, le workflow as code,
au même niveau. D'accord. Il y a d'ailleurs un atelier aussi Qui sera sur ce sujet, qui sera sur ce effectivement, sujet, avec beaucoup plus de détails. Alors tout à l'heure, Edouard nous parlait d'une console d'administration. Est-ce que c'est quelque chose qui est valable aussi dans le cas de la Trusted Application Factory? Tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une demande très forte d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe en termes de sécurité. Donc, dans le schéma de déploiement que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu la console d'administration SaaS. Cette console-là intègre des tableaux de bord avec des indicateurs sur la sécurité et sur la qualité de l'application. Donc, en phase de développement, par exemple, on va avoir la possibilité de lever des alertes s'il y a des problèmes de spécification, de définition ou de test. Avec, par exemple, des informations si on a un attribut qui n'est pas correctement spécifié ou pas du tout spécifié dans le code de l'application, ou une ressource qui n'est pas testée lors des phases de test. Donc tout ceci sera disponible pour l'ensemble des applications qui seront gérées avec Trusted Application Factory. Et en phase de production, par exemple parmi d'autres indicateurs, on aura des statistiques sur l'usage des ressources. Ça, c'est assez intéressant, parce que c'est une demande qui revient assez souvent. Ça permet d'identifier des ressources qui sont plus utilisées. Et ainsi, on peut réduire des surfaces d'attaque inutiles. Ça permet vraiment de faciliter la maintenance et garder un bon niveau de sécurité et de qualité sur nos applications. Alors merci Frédéric pour cette présentation. Donc on a compris, c'est simple d'utilisation, il y a une interface d'administration, ça permet également d'avoir des statistiques. Mais moi je suis de l'autre côté, en tant que client, quand est-ce que je vais pouvoir commencer à utiliser cette solution? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès maintenant, vous pouvez avoir accès à une preview. D'accord. Donc pour les gens Okay. qui veulent tester cette solution, la preview est disponible et vous le verrez justement lors des sessions, ce qui sera montré de cette preview de Trusted Application Factory. Donc si vous voulez y avoir accès, je vous invite à contacter directement Rohde & Schwarz via votre commercial ou sinon sur l'email qui s'affiche sur la diapositive. Et sur les étapes qui viennent après? Parce que là on parle de la preview, mais qu'est-ce qui va suivre derrière? Alors, Trusted Application Factory sera délivré sous forme de différents incréments, avec l'objectif de la compléter à chaque incrément et de prendre en compte les retours aussi des utilisateurs. Donc la première étape, elle arrivera dès le mois prochain, au 16 novembre. L'objectif de cette première version, ça sera de permettre aux clients de lancer leur projet pilote avec Trusted Application Factory. Donc fonctionnellement, elle intégrera les concepts dont on vient de parler, à savoir le contexte description, le service de sécurité délivré sous forme de conteneur, la security as code, avec la possibilité de configurer la sécurité dans le code de l'application, de configurer également les exceptions directement dans le code de l'application, et aussi un monitoring du service de sécurité dessus. Ensuite, au début de l'année prochaine, une nouvelle version va arriver. Une deuxième étape qui va intégrer déjà des améliorations sur toutes les fonctionnalités de la première version, suite aux retours et aux échanges qu'on aura eu avec nos utilisateurs. Mais également la possibilité de définir plus spécifiquement des configurations de sécurité. Ça veut dire par exemple qu'une équipe de sécurité pourra, à travers une GUI, configurer son workflow, son propre workflow, et l'intégrer dans le service qui sera mis à disposition des équipes DevSecOps. C'est cette version-là également qui intégrera les premiers dashboards de sécurité. Et l'objectif de cette étape, c'est que suite au projet pilote, nos clients puissent se déployer de façon plus standard, plus générale au sein de leur développement d'application. Et enfin, au milieu de l'année prochaine, on va sortir une nouvelle version qui permettra d'aller beaucoup plus loin. On a parlé tout à l'heure de spécifier plus précisément les ressources, la possibilité d'avoir un workflow as code. Donc ces fonctionnalités qui s'adressent à un usage, on va dire, beaucoup plus avancé, arriveront au milieu de l'année prochaine. Et cette version-là intégrera également une large amélioration des dashboards existants avec de nombreux nouveaux indicateurs qui ensuite évolueront, s'enrichiront tout au long de la vie de cette solution. D'accord, donc si je retiens bien, on peut la tester dès maintenant? Tout à fait. Et un déploiement en 3 étapes jusqu'au milieu de l'année prochaine? Voilà. D'accord, si on est impatient, on peut tester, j'imagine, la solution tout de suite avant d'y souscrire. Comment je peux savoir que ça correspond vraiment à mes besoins? Alors ça, c'est un point très important. C'est dans le modèle qu'on a imaginé pour mettre à disposition cette solution-là, on a réfléchi à comment s'adapter, encore une fois, aux usages DevSecOps. Et ce qui est à noter, c'est que
les équipes DevSecOps, avant de souscrire, de s'engager, d'acheter une nouvelle solution, ils veulent valider déjà qu'elle correspond à leurs attentes, à leurs besoins, normal. et qu'ils sont aussi capables de le mettre en œuvre dans leur environnement. Ce qu'on disait, ils sont déjà assez complexes. Ils veulent bien valider que cette solution-là, elle s'intégrera à leurs process, à leurs outils, avant d'y souscrire. Donc pour cela, on a décidé d'avoir une version freemium de la solution. D'accord. Et cette version-là, justement, pour permettre de valider l'intégration, elle n'est pas limitée fonctionnellement. La limitation se fait au niveau des performances. C'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de requêtes par seconde, par exemple, supportées par le service de sécurité. Mais ça permettra vraiment de valider que la solution répond aux besoins et que les équipes peuvent la déployer plus massivement. Et à ce moment-là, ils peuvent souscrire à l'offre premium qui, elle, lève toutes les limites en termes de performance. D'accord, donc une offre freemium où je suis limité sur les perfs et Tout à fait. modèle premium, donc un modèle assez classique. Mais si je souscris, si je passe en premium, ça veut dire que je vais payer quoi, combien, c'est quoi le modèle derrière? Alors, le modèle, on suit les modèles qu'on retrouve chez les fournisseurs cloud, Google, Amazon, c'est-à-dire le pay as you go, ce qui veut dire que vous payez uniquement ce que vous consommez. Donc il y a un suivi de la consommation et une facturation par rapport à ce qui a été consommé. Il y aura la possibilité aussi de créditer le compte pour avoir un suivi plus précis, une anticipation de la consommation. Et si on regarde le pricing lui-même, ou comment calculer le prix, il sera directement lié au nombre de requêtes par application et par mois, et au nombre d'applications totales protégées. D'accord. Tous les trois, vous nous avez parlé d'une certaine manière d'agilité sur vos différents sujets. La question que je me posais, c'est comment aujourd'hui on construit, vous l'avez dit, les entreprises doivent être plus agiles, casser les silos, etc. Mais il me semble que vous avez aussi une politique pour Trusted Application Factory de travail avec vos clients, une communauté, il me semble, qui est en voie de création là-dessus. Tout à fait. Alors historiquement, c'est l'une des caractéristiques de l'entreprise, on aime avoir beaucoup de contacts avec nos utilisateurs et nos clients et échanger avec eux. Et comme on vient de le dire, pour le succès de la solution, qui adresse quand même des besoins nouveaux, c'est vraiment primordial d'avoir des échanges et des interactions avec nos utilisateurs. Et donc, en même temps que l'application, le produit, on a lancé l'initiative d'une communauté dédiée au DevSecOps. Donc très bientôt, vous aurez un site pour cette communauté-là qui présentera des articles, des vidéos, des tutoriaux. Les sessions techniques dont on parlait tout à l'heure seront à disposition sur ce site-là et qui permettra aux clients d'échanger avec nous, donc de nous faire des commentaires, de poser des questions à nous directement et à la communauté, c'est le principe. Et ce site-là sera directement lié, et intimement lié, je dirais, avec l'espace, le projet GitHub de Roden Schwartz, qui lui intégrera des librairies, des scripts, des cas d'usage qui pourront être utilisés par des clients, des configurations de sécurité qui pourront être réutilisées par des clients. Et l'objectif aussi de ce projet GitHub, c'est qu'on y contribue, qu'on mette à disposition de la matière pour aider les utilisateurs à démarrer plus vite avec l'application, mais également que les utilisateurs puissent échanger entre eux. On a régulièrement des clients qui travaillent de façon très poussée avec nos produits et qui nous demandent comment je peux en faire profiter au final les autres utilisateurs de ça. Donc on a vraiment de la proactivité de la part de nos clients et je dirais une envie vraiment de partager et d'aider les autres utilisateurs. C'est un bel exemple de co-construction d'un produit au plus près de ses clients. Effectivement, ça paraît important aujourd'hui de faire tout ça. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Avant de passer aux ateliers, je vous propose une petite conclusion et donc je me tourne vers Stéphane. Avec plaisir. J'espère que, comme l'ont montré Édouard et Frédéric, on aura pu vous convaincre aujourd'hui que en toute humilité, on vient de faire un pas vers l'avenir en présentant un concept nouveau pour la sécurité applicative. Alors j'imagine que pour ceux de nos clients qui nous suivent depuis longtemps, ça n'est pas une surprise puisque il y a le fameux concept de workflow qui rend notre WAF programmable et qu'on a fait évoluer avec l'API d'orchestration pour qu'il soit capable de s'adapter à un contexte qui est très dynamique, multi-cloud, en fonction aussi de
de l'évolution des besoins du business et du comportement des utilisateurs. Il nous restait à le faire tenir, ce WAF programmable dans un container, et c'est fait. Donc voilà, je pense que cette nouvelle forme que prend notre technologie vient compléter assez idéalement l'offre WAF qui est la nôtre, avec la possibilité de déployer un WAF périmétrique, on va dire, soit chez vous, dans vos data centers, soit dans les clouds privés ou publics, en mode SaaS, et dorénavant donc à l'intérieur même de la fabrication de vos applications. Voilà, une progression, une évolution. Et puis peut-être pour ceux d'entre vous qui nous découvrez, pour les membres d'équipe DevSecOps qui n'ont pas eu affaire à Roden Schwartz ou au WAF récemment, j'espère qu'on vous a convaincu que vous rejoindrez notre communauté pour que tous ensemble on fasse avancer l'état de l'art. Et nous, notre ambition, c'est de vous faire aimer le WAF, donc j'espère qu'on est dans la bonne voie. Voilà. Et puis, pour l'ensemble de nos clients, voilà, on a, avec Trusted Application Factory, un produit qui permet de réconcilier des objectifs qui pouvaient être perçus comme difficiles à faire cohabiter, l'agilité et la sécurité, pour une productivité augmentée des équipes DevSecOps, pour pas que la sécurité devienne soit un frein à l'innovation, avec une volonté importante de donner de la visibilité à l'ensemble des participants à l'innovation dans votre entreprise, les équipes DevSecOps, mais aussi les responsables métiers, les responsables de la sécurité qui doivent avoir une vue sur la productivité en termes de sécurité des équipes. Et enfin, pour ceux d'entre vous pour qui c'est important, la possibilité de garder le contrôle aussi de votre code en étant souverain aussi dans la fabrication d'un code sécurisé. Voilà, c'est un peu, pour résumer, toute la promesse de Trusted Application Factory que nous sommes heureux de vous avoir présenté aujourd'hui. Merci Stéphane pour ce mot de conclusion. Donc je vous propose tout de suite d'enchaîner vers des ateliers, une dizaine d'ateliers qui vont être disponibles dès maintenant sur le site internet. Stéphane, vous pouvez peut-être nous présenter les trois grandes thématiques ? Oui, parce qu'il y a en fait le choix. Et donc, pour vous faciliter un peu le travail, si vous êtes très intéressé par le sujet DevSecOps en général, je vous propose de suivre dans cet ordre-là. Donc, description contextuelle, ensuite pipeline CD, CI/CD, ensuite Security as Code. Et enfin, l'atelier présenté par notre partenaire YesWeHack. Dans cet ordre-là, si vous voulez suivre un petit peu logiquement les choses. Après, pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés plus par la partie, on va dire, automatisation cloud, il y a un certain nombre d'ateliers. L'ordre est peut-être un peu moins important, mais néanmoins, on vous a mis une proposition pour conserver une certaine logique. Et puis, il y a un atelier sur lequel je vous invite à participer, qui est la protection des données dans le cloud avec TrustedGate, qui est un de mes sujets favoris, vous l'aurez compris. Voilà. Profitez bien de ces ateliers techniques et on vous donne rendez-vous sur cette même plateforme dans un an, c'est sûr, et peut-être plus tôt que ça, pour la suite des aventures autour de Trusted Application Factory. Bon après-midi.